En général, c'est spontané sur Bonjour à tous et bienvenue dans EJC TV, une édition de 11 heures à côté de Jade Salmi, une édition, vous le verrez, largement consacrée au Festival de Cannes. En effet, cette année, Brut, le média en ligne, assure la diffusion officielle pour la première fois. Une équipe de nos journalistes a pu suivre un de leurs membres dans ce dispositif inédit. Nous parlerons également du concours organisé par la mairie de Cannes pour tenter de faire participer les Cannois un maximum à leur festival. Et revenons d'abord sur cet énorme dysfonctionnement qui a paralysé la SNCF mardi sur l'axe Marseille-Nice, un incident qui a provoqué de nombreuses heures d'attente pour les passagers et notamment les festivaliers qui se sont retrouvés bloqués entre Sainte-Maxime et Cannes. Un reportage de Noah Bergot et Valentin Roux. Depuis 13 heures, aucun train ne dessert la gare de Cannes. Il s'agirait d'une défaillance provenant d'un des postes d'aiguillage selon un tweet de la SNCF. La circulation de tous les trains est interrompue dans les deux sens entre Cannes et Antibes. Alors j'étais en train de jouer au Scrabble avec mes grands-parents et on a reçu un message comme quoi il n'y avait plus de train qui s'arrêtait à Cannes. Et moi je devais prendre un train qui partait de Cannes pour aller à Lyon, pour rentrer chez moi, parce qu'en plus j'ai un vol d'avion demain pour partir au Canada. Un seul train d'affiché en direction de Menton est déjà 20 minutes de retard. Face au panneau d'affichage, les voyageurs sont dans l'incompréhension, des regards exaspérés et une pression qui monte dans la gare. Des dizaines de personnes viennent s'entasser sur les quais afin d'obtenir des renseignements. Après 4 heures sans train, les espoirs commencent à renaître, comme pour Fabrice, jeune retraité de Racénois. Là, j'ai visiblement un peu de chance. Je suis arrivé il y a 10 minutes. Ils annonçaient un blocage complet pendant quelques heures. Et là, il y aurait un train qui peut se débloquer dans encore une petite demi-heure. La panique se propage jusqu'à l'entrée de la gare. Les nouveaux arrivants se pressent vers le personnel de la SNCF pour obtenir des renseignements. Alors globalement on a quand même des informations, on a reçu quelques informations de la SNCF, on a mis l'application et ils nous mettent en temps réel le retard de notre train prévu. Et là je pense que la panne est tellement énorme qu'ils ont du mal à nous donner une idée du retard. Face aux annulations successives des trains, certains rentrent chez eux. Malgré la fin du port du masque, les sourires ne sont pas prêts de réapparaître chez les usagers. Et lors de ce 75e Festival de Cannes, notre équipe de journalistes a suivi Sacha Dahan. Il est journaliste pour Brut et couvre le festival pour la première fois. Portrait par Marco Thiollier et Victor Létispillon. Salut, Sacha de Brut avec toute l'équipe. On va être présent tout au long du Festival de Cannes. Voilà. Parler derrière son téléphone est devenu une habitude pour Sacha. Salut, c'est Sacha. Ok, tu peux dire ce que tu fais ? Écoute, là je fais une petite vidéo pour un teaser de Brut Live. Brut Live, c'est une application de conversation vidéo en direct. Journaliste chez Brut depuis bientôt 4 ans, il a une mission simple, faire vivre le Festival de Cannes aux jeunes à travers l'écran. Moi, comme l'ensemble de la rédaction du Pôle Stories, on va être plus sur le côté immersif, un peu coulisses, etc., backstage, suivre certains castings. On fait aussi beaucoup les à côté du festival, c'est-à-dire s'il y a un artiste, un rappeur qui va venir dans le festival, nous on va le suivre. Le principe de Brut est de publier des formats courts sur Instagram, TikTok et Snapchat. Pour le Festival de Cannes, il y a un dispositif très précis qui est mis en place. C'est une chaîne déjà qu'on va ouvrir qui va s'appeler Brut Festival, dans laquelle on aura une publication par jour. On va également avoir du contenu un peu plus organique une fois par semaine sur la chaîne Brut Stories. Une autre partie très importante aussi de notre dispositif va se déployer ici sur Spotlight, qui est quelque chose de très récent pour nous, qui ressemble un petit peu à TikTok et aux Reels. Et là, on va publier un peu des contenus tous les jours. Le média a été créé en 2016 et son succès est énorme auprès des jeunes. Voilà, moi je suis un passionné de ciné, donc forcément, si on arrive à notre petite échelle à pousser les jeunes à aller dans les salles, ouais, c'est que du bonheur, quoi. Il cumule plus de 10 millions d'abonnés sur les différents réseaux sociaux. Ouais, Brut est en plein développement, on évolue chaque année, donc ça c'est cool. On n'a pas encore atteint notre plafond vert, je pense. Sacha vit son 3e Festival de Cannes et c'est toujours un rêve éveillé. Et cette année, il entend bien rencontrer l'une de ses idoles. Pouvoir se dire que Tom Cruise va passer sur Brut, tu vois, c'est un truc de ouf. Voilà, la plupart des gros acteurs, en gros, s'ils font pas Brut, ils font pas un autre média, quoi. J'aimerais bien discuter avec une personne comme Adèle Exarchopoulos, tu vois, en vrai j'aime bien. Tahar Rahim également.
Et puis après, à l'étranger, tu vois, des grands cinéastes comme Hirokazu Koreeda. Sur la croisette, Brut est de partout. Leur stand, il est installé juste ici, sur le port de Cannes. Et au total, ce sont 200 personnes qui ont été envoyées par le média pour couvrir le plus grand événement culturel au monde. Fouler le célèbre tapis rouge de Cannes, c'est le rêve de milliers de cinéphiles, mais il est parfois compliqué d'obtenir des invitations et même des autorisations. Alors pour permettre à certains chanceux de profiter de l'expérience, depuis quelques années, la mairie de Cannes a mis en place un tirage au sort. Réservé aux Cannois, il leur permet d'obtenir peut-être un pass VIP le temps d'une séance. Reportage de Brieux-le-Turmier et Lucas Métairie. Fouler le tapis rouge, le vrai, quel cinéphile n'en a jamais rêvé? Cette année encore, la mairie de Cannes a donné l'opportunité à quelques chanceux de pouvoir assister à au moins une séance de la compétition. Un tirage au sort réservé aux Cannois, toujours en nombre, pour tenter leur chance. Presque 3500, 3489, donc tout est rentré dans un fichier. Et donc la veille de l'ouverture du festival, traditionnellement, on a un huissier de justice avec monsieur le maire ou son premier adjoint qui lance le tirage au sort. Au total, ce seront 750 gagnants qui prendront la direction du palais des festivals avec la personne de leur choix. La grande majorité des participants repart de l'hôtel de ville déçus, mais pas abattus. Les résultats ont été affichés ce matin. On a perdu. Toi non plus, On a perdu. toi non plus, tu y es pas. Là-bas, on y est pas. Pas trop déçu Tant pis. l'année prochaine. L'année prochaine, c'est le jeu. Des places de cinéma. Des places de cinéma qui peuvent valoir plusieurs centaines d'euros. En acheter ou en vendre à la volée, cela peut être tentant, pourtant c'est interdit. La mairie de Cannes l'a rappelé sur son compte Twitter. La seule manière d'avoir des places, c'est de gagner. Enfin bon, c'est bien, je suis content d'avoir gagné. Il y a des années, j'ai pas gagné, mais ça fait longtemps que j'habite à Cannes, donc ça m'est déjà arrivé de gagner. Oh bah de toute façon, j'en ai vu plein, moi, des stars. Bon, maintenant, je suis un peu, vous savez, avec mon âge, j'en ai vu beaucoup. Les stars, elles c'est sûr, ont bien leur place pour la séance et seront présentes demain pour la cérémonie d'ouverture du 75e Festival de Cannes. Et ce mois de mai marque également le retour des grandes chaleurs dans le sud de la France. Dans le département des Alpes-Maritimes, les agriculteurs ont dû s'adapter à des mouvements de sécheresse. Mathilde Giannini-Beillon, Kylian Chaput et Valentine Brevet sont allés rencontrer une éleveuse de brebis. À Tourette-sur-Loup, Valentine élève des brebis depuis 30 ans, mais cette année est une année particulière puisqu'elle est confrontée à la sécheresse. Le manque de précipitations depuis le mois d'avril et les fortes chaleurs perturbent son troupeau de 500 bêtes. Actuellement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a qu'il y a de l'herbe sévère, mais tout ce que les brebis vont pâturer, en fait, s'il n'y a pas d'eau derrière, ça ne va pas repousser. Comme il n'y a eu pas beaucoup de neige et pas beaucoup de pluie en montagne, et ben la montagne va pas avoir le nécessaire pour qu'on ait suffisamment d'herbe pour la période de 4 mois. Aujourd'hui, la survie de ces bêtes n'est pas en jeu, mais elle pourrait le devenir si le phénomène se poursuit. Pour le moment, la conséquence concrète de cette sécheresse, c'est la prolifération de plantes nuisibles dans les pâturages. Alors ça, les ronces, ça adore la sécheresse. Donc du coup, ça va s'embroussailler et la brebis, en fait, elle va surtout prendre que les jeunes pousses. Pour aider les agriculteurs sinistrés, les assurances peuvent leur verser des sommes d'argent qui leur permettent de faire face à la sécheresse. Le système assurantiel, c'est de l'aide, on cotise par l'intermédiaire d'une cotisation d'assurance et ensuite on donne une indemnité financière et le destinataire de l'indemnité, il en fait ce qu'il veut. Si c'est un éleveur, mettons, il peut acheter du foin, il peut acheter des granulés, il peut acheter du tourteau de soja, on lui donne une somme d'argent en fonction de ce qu'il a souhaité garantir. Ces aides ne sont que temporaires alors que la vague de chaleur devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Météo France prévoit des pics jusqu'à 40 degrés dans le sud du pays. Et justement, Mathilde Giannini-Beillon vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Mathilde. Bonjour Jade, bonjour Lucas. Alors, concernant ce reportage sur la sécheresse, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Dans le reportage, on aperçoit pourtant de l'herbe plutôt verte. Oui, tout à fait, Jade. En fait, on aperçoit de l'herbe verte, mais en fait, c'est de la mauvaise herbe. C'est les premières herbes qui sont là, mais elles ne vont pas durer. Et le problème, c'est que les moutons ne mangent pas cette herbe, ils ne l'apprécient pas. Et en plus, si on a l'impression qu'il y a de l'humidité, c'est parce que l'élevage de Valentine est près de la côte et reçoit des airs marins. Mais ça ne va pas durer. Si la sécheresse continue, elle ne pourra plus faire paître ses moutons. Et Valentine, la bergère que vous avez interrogée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bien justement, c'est compliqué. Pour l'instant, elle garde espoir. Elle aurait peut-être assez de terrain pour faire brouter ses moutons. Mais si la sécheresse continue, ça ne va pas être possible de garder son troupeau. Elle nous a confié en off qu'elle ne comptait pas continuer son activité et qu'elle allait sûrement arrêter dans les deux ans à venir.
Donc elle va sûrement se reconvertir et plutôt travailler dans la laine plutôt que dans l'élevage. Merci beaucoup Mathilde. Et justement, initiative solidaire, cette semaine avait lieu les Journées de la Croix-Rouge, une belle occasion pour les bénévoles de récolter des dons et surtout un rendez-vous immanquable pour cette ONG. Reportage de Maxime Conchon, Laura Hu et Jeanne Bienvenue. Gabor Tayeb, du coup c'est mon fils. La voix un peu hésitante, mais l'émotion est là. Charlotte a 20 ans et vient d'accoucher d'un petit garçon le 22 avril dernier. Par manque de moyens, elle a fait appel à la Croix-Rouge de Cannes. Moi je suis venue 2 fois, ils nous ont donné des trucs à manger, moi ils m'ont donné des lunettes. On pensait peut-être avoir du Doliprane. Ouais, on a des camarades. Ce matin on nous a donné des trucs à Saint-Vincent-de-Paul aussi, des nouvelles baskets, des t-shirts et tout. Pour les bénévoles de l'association, la sonnerie du téléphone rythme les journées chargées. Ouvert 2 heures chaque après-midi, la structure s'occupe de plus de 3500 personnes par an. On les habille, on les nourrit et on les soigne. On a les réfugiés d'Ukraine qui sont en plus, qu'on n'avait malheureusement pas prévu et qui font aide au mieux que l'on peut aussi vu leur situation. Et là, c'est 500 personnes par mois, en plus. 3500 plus 500, ça fait 4000 personnes par an. Pour les accueillir, un médecin généraliste et des spécialistes sont présents certains jours en tant que bénévoles. Quant au reste de la semaine, elle est consacrée à la distribution de nourriture et de vêtements. Et pour récolter les recettes, les bénévoles ont une certaine technique. J'ai toujours fait la quête, voilà. C'est ce qui nous permet d'engranger un petit peu d'argent sur l'année. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de bénévoles qui sont en mesure de faire la quête parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui ont déjà un certain âge, donc qui ne peuvent pas forcément aller dans la rue. On a des personnes qui n'arrivent pas à aller vers les gens pour quêter. C'est vrai que c'est une démarche différente. Autant ces gens-là seront capables de bien accueillir une personne en difficulté, autant elles ne vont pas arriver à aller quêter. Pour financer leurs actions, l'association organise chaque année ce grand événement national. L'opération se terminera le 22 mai, mais les dons sont possibles toute l'année. Ce journal et votre rendez-vous d'actualité revient dès midi et demi en compagnie de Kylian Chaput et Marie-Claire. Au revoir.